Même si ce n'est pas un choix très original, car déjà en 1925, Freud avait remarqué l'affinité particulière entre la névrose obsessionnelle et la masculinité, il m'a semblé intéressant d'aborder cette question en m'appuyant sur un cas clinique et tenter ainsi de savoir davantage sur ce qui, de la pathologie, peut nous éclairer sur cette question difficile de la sexualité masculine. Pour aborder ce thème qui, avec la sexualité féminine, fonde l'énigme même sur laquelle va venir s'édifier la psychanalyse, j'ai pris le parti de travailler la question en reprenant l'évolution du concept dans l'œuvre de Freud, en vue notamment de préparer le terrain pour aborder avec les apports lacaniens le fameux continent noir. Dès 1896, Freud situe la sexualité masculine du côté de l'activité, par opposition avec ce qu'il qualifie de naturelle passivité de la femme. Dans ses 3 essais sur la sexualité infantile, il souligne que cette différenciation entre l'activité et la passivité caractérise l'organisation sexuelle prégénitale sadique-anale, modèle sur lequel va venir se lier plus tard l'opposition entre féminin et masculin. Ainsi, Freud met non seulement en évidence que la différence sexuée qui s'installe avec la puberté n'est pas établie dans l'enfance, mais il qualifie la nature de la libido, chez l'homme et chez la femme, de masculine. Si cette dernière proposition peut sembler énigmatique, elle est une hypothèse clinique que Freud émet afin d'essayer de sortir de l'embarras dans lequel se trouve la science lorsqu'elle essaye de cerner au plus près ce qu'il en est du masculin et du féminin. Car chaque être humain semble bien être composé d'un mélange de traits qui appartiennent aux 2 sexes, tant sur le plan biologique que sur celui de la sociologie et de la psychologie. L'idée de réaction, de rébellion contre la passivité nous intéresse donc particulièrement dans le cadre de la direction de la cure. Cette défense par rapport à la position passive, ce qu'il appelle alors le refus de la féminité, est justement ce qui apparaît comme le nœud le plus résistant en psychanalyse, tant chez la femme, en tant qu'il se manifeste comme envie du pénis, ce que Freud nommait plutôt complexe de masculinité, que chez l'homme, dans ce cas d'Adler va théoriser sous le nom de protestation virile. Je cite Freud. « À aucun moment du travail analytique on ne souffre davantage du sentiment oppressant de répéter des efforts sans succès et de l'insidieuse impression que l'on prêche aux poissons que lorsqu'on veut amener les femmes à abandonner leur souhait de pénis comme impossible à mettre en œuvre et qu'on voudrait convaincre les hommes qu'une position passive envers l'homme n'est pas toujours la signification d'une castration et qu'elle est indispensable dans des nombreuses relations de l'existence. De la surcompensation empreinte de défi chez l'homme découle l'une des plus fortes résistances de transfert. L'homme ne veut pas se soumettre à un substitut paternel, ne veut pas être son obligé, ne veut donc pas davantage accepter du médecin la guérison. Si Freud attribue cette résistance de transfert spécifiquement du côté de l'homme, il me semble que l'on ne puisse pas sous-estimer cette réaction chez la femme dans le cadre de ce qu'il appelle le complexe de masculinité. N'est-ce pas justement ce qui opère dans la psychanalyse ? Car si celle-ci a pour but de faire advenir le sujet, nous voyons bien que par la parole, Jean réintroduit du jeu. Il se décolle petit à petit de ce semblant dans lequel il ne trouve plus ses repères. Bien sûr, et c'est pourquoi la psychanalyse provoque autant de résistance, il ne peut sortir de l'illusion d'une prétendue complétude entre la sexualité masculine et la sexualité féminine sans prendre le risque de se faire mal. Ainsi, cette manière de poser la question du côté de l'opposition entre passif et actif peut donc trouver un intérêt si nous prenons la mesure de sa fonction à venir suppléer à une faille symbolique, à cette béance qui fera dire à Lacan que le rapport sexuel n'existe pas. Je vous remercie.